Tout au long de la trajectoire historique de l'humanité, il existe un schéma cyclique de réinstallation, comme si un mécanisme de restauration était déclenché chaque fois que l'espèce dépasse les limites critiques dans son propre environnement, matérialisant les conséquences autodestructrices. Dans ce contexte, la perspective qui est décrite n'est pas optimiste, en particulier face à la progression technologique accélérée, dont les avantages, notamment dans le domaine médical, contrastent avec le risque imminent d'effondrement civilisationnel en rythme exponentiellement plus rapide. En 1981, j'ai vécu un épisode de presque mort dont le récit commence dans un contexte apparemment banal, une consultation dentaire de routine. À l'époque, 14 ans, j'étais sur la chaise du dentiste, soumis à une procédure douloureuse pour éliminer une carie. La douleur était intense au point de me conduire à éloigner le bras du professionnel. Dans la pièce, outre le dentiste et son assistant, était ma mère. Face à ma réaction, le dentiste a déterminé que la dose d'oxyde nitreux, appelée « gaz de rire », augmentait. L'effet a été immédiat et inattendu, j'ai senti que mon esprit se détachait du corps physique, montait au plafond du bureau. Du sommet, j'ai envisagé la scène ci-dessous, mon corps inerte, le dentiste, l'assistant et ma mère, tous ignorants de ma présence éthère. J'ai essayé de me communiquer, « Bonjour, tu me vois ?» Mais aucune réponse n'a fait écho. Ensuite, j'ai transcendé le plafond du bâtiment, me projetant dans le ciel, où j'ai été absorbé par une sorte de portail, une ouverture qui s'est révélée comme un tunnel étendu et sinueux. J'ai déménagé à une vitesse indescriptible, non pas sous ma forme physique, mais comme une essence spirituelle, réalisant toutes les vibrations qui imprégnaient mon être. En entrant dans une région de lumière très intense, j'ai été extrait du tunnel et transporté dans un domaine de la beauté sublime, où l'atmosphère elle-même rayonnait d'un sentiment d'extase absolue. Toute douleur ou limitation terrestre s'était dissipée, c'était comme s'il avait récupéré l'essence primordiale de mon existence avant l'incarnation. Une vague d'amour inconditionnel et d'énergie vitale m'a rempli, générant une euphorie indescriptible. À ma droite, j'ai repéré des portails dorés imposants, que j'ai été conduit à un jardin de perfection incommensurable. J'appelle cet endroit « chez moi », bien que beaucoup l'appellent le ciel, parce que c'est là que l'âme aspire à revenir pour réaliser sa mission terrestre. Chaque détail de cet espace était harmonieux, l'herbe coupée avec une précision millimétrique, les fleurs, les roses, les feuilles et les arbres ont émis une vibration qui a fusionné dans l'énergie de l'âme, transmettant un sentiment d'amour pur. Il a glissé à travers l'environnement non pas comme ceux qui marchent, mais en tant qu'entité spirituelle qui flotte à environ 30 cm au-dessus du sol, absorbant chaque sensation. Ensuite, j'ai été attiré par un champ infini, dont la grandeur a dépassé toute capacité d'imagination humaine. En tant que condition spirituelle, ma perception ne se limitait pas à la vision frontale, j'ai vu à 360 degrés, comme si tous les angles s'avéraient simultanément, dans une expérience de conscience spatiale complète. Alors qu'il regardait ce scénario immaculé, une silhouette angélique s'approchait. C'était une femme dont l'âge apparent correspondait au mien à l'époque. Sans me toucher, elle a émis une commande silencieuse, « Suivez-moi ». Une force magnétique, similaire à la gravité, m'a tiré vers lui et l'a accompagné dans un parcours plein de découvertes. En indiquant un point de gauche, j'ai repéré un couple âgé assis sur un banc, dans un scénario qui a évoqué un parc serein. La silhouette angélique est partie, et son départ a généré en moi un sentiment de perte, alors que sa présence transmettait le confort et la sécurité. J'ai approché la banque et les deux personnes âgées ont augmenté. Je les ai immédiatement reconnus, ils étaient mes grands-parents. Ma grand-mère était décédée en janvier de la même année, et son look, y compris la robe bleue qu'elle portait, lui était identique dans la vie. Déjà mon grand-père, pour lequel je n'ai jamais rencontré personnellement est mort avant ma naissance, s'est présenté avec un coco et un costume gris, affichant une image d'élégance intemporelle, comme si sa forme était la représentation idéalisée d'un homme dans la maison des années 60. En me voyant, il m'a salué affectueusement, « Bonjour, Sonny ». L'émotion était écrasante, bien que ne le connaissais que par des photographies, la connexion était instantanée et profonde. Cependant, ma grand-mère, après un bref moment de reconnaissance, est allée vers lui. Avec une expression de préoccupation, « Que fait Philippe ici ?» Elle m'a fait remarquer puis a commandé fermement, « Revenez. Tu ne devrais pas être ici. » J'ai protesté, « Grand-mère. » Mais la résistance était inutile.
Dans ce plan d'existence, le désir de rester est irrésistible, la peur de la mort qui nous hante dans la dimension physique est inversée, la peur est le retour à la vie terrestre. Inexorablement, j'ai été ramené en arrière, inversant le champ, le jardin et les portails en or, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau projetés par le tunnel électrique. Pendant la trajectoire, une alternance entre les mélodies célestes et un vide absolu, comme si le temps et l'espace y avaient une nature distincte, où la solitude était si vaste que la notion même d'existence semblait se dissoudre. Une force surhumaine m'a poussé jusqu'à ce que, brusquement, j'ai été éjecté par le plafond d'un hôpital. D'en haut, j'ai envisagé mon corps physique, maintenant avec un masque d'oxygène, entouré de médecins et de ma mère. Dans mon état spirituel, j'ai résisté à l'idée de me réintégrer à une forme matérielle, mais une voix intérieure ou peut-être un ordre plus élevé, il n'y avait pas de choix, le retour était inévitable. La réintégration s'est produite instantanément, comme si un gant était pavé dans une main. J'ai gagné par air, et progressivement j'ai récupéré la conscience. Le premier visage que j'ai vu était celui de ma mère, suivi par les médecins qui m'ont regardé. Il a appris plus tard qu'il avait subi une grave réaction allergique à l'oxyde nitreux, une substance à laquelle il était inconnu hypersensible dès la naissance en raison d'une prédisposition aux allergies multiples. Cette expérience limite, bien que traumatisante, a été révélée un cadeau, le privilège de voir l'existence d'une dimension au-delà de la physique et de partager ses connaissances. On se demande souvent s'il y a, en fait, quelque chose après la mort. Ma réponse est affirmative, et transcende tout doute. La déclaration catégorique qui émerge de cette expérience n'est pas seulement un témoignage personnel, mais une conviction inébranlable, oui, l'existence transcende les limites du plan physique, et cette certitude s'est imposée avec une telle clarté absolue que toute tentative de la réduire à un délire ou un rêve ne serait pas durable. Je suis rentré chez moi à ce moment-là, c'était en 1981, et, toujours sous l'impact de l'incident, j'ai partagé avec mes parents la vision que j'avais. J'ai vu mes grands-parents, j'étais dans un domaine qui ne pouvait être décrit que comme céleste. Cependant, à une époque où le scepticisme a prévalu et les récits des expériences d'injonction étaient souvent rejetés comme des produits d'imagination ou de changements chimiques dans le cerveau, ma parole a été reçue avec réserve. C'était peut-être un rêve, a suggéré certains, une hallucination, a déclaré d'autres. La méfiance, cependant, n'a pas ébranlé la solidité de ce que j'ai vécu. C'était 1 an depuis cet épisode, et moi, alors 15, m'ont trouvé dans l'arrière-cour de la résidence de mes parents à Staten Island, New York. Dans un geste de recherche de validation, même ma famille, mes amis ou mes proches ont donné du crédit à mon récit, je suis allé au paradis avec une supplication, si j'étais vraiment dans votre adresse, cela me donne un signal, car personne ne croit en moi. La journée était sereine, de clarté presque éthérée, lorsque ma mère a annoncé que nous allions nous promener. C'était une grande famille, ma mère à venir, mes frères autour et ma sœur Patricia, positionnée à ma droite, à une certaine distance. C'est alors que, à un demi-pâté de maison, j'ai ressenti cette présence à nouveau, identique à celle qui avait vécu dans le Beyond. Une entité angélique s'est manifestée devant moi, et l'étonnement a pris le dessus sur mon être. « Mère, c'est la fille que je t'ai dit, j'ai vue au paradis. » Je me suis exclamé. Mais ni ma mère ni mes frères ne pouvaient la voir. Seule Patricia, qui était plus éloignée, a partagé la vision. Elle la voyait, dialogue avec elle, tandis que moi, attentive à chaque détail, absorbais l'énergie qu'elle émanait de cet être. C'était une force vitale tellement intense qu'en entrant dans le plan physique en réponse à ma supplication, cela semblait recharger tout ce qui l'entoure, comme une batterie restaurée à la plénitude. Son mouvement était léger, presque dansant, il portait un jean et un chemisier à fleurs, les mêmes fleurs que j'avais envisagées dans les jardins célestes. Pendant un moment, elle nous a accompagnés, comme si elle faisait partie de notre groupe, jusqu'à ce que... Après 2 blocs, il s'est dissipé aussi soudainement qu'il était apparu. Ma sœur et moi, toujours sous l'influence de ce que nous avons été témoins, l'avons cherché en vain, tandis que les autres, perplexes, ont demandé la raison de notre recherche. C'est la fille du ciel, dis-je, en exultant, finalement, quelqu'un à part moi l'avait été témoin. Cet épisode a confirmé ce qu'il savait déjà, Dieu répond aux demandes, même si toutes les prières ne sont pas répondues comme nous l'imaginons. Même avant ma naissance, une sœur était partie de ce monde, mourant avec seulement 1 semaine de vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'entité qui s'était manifestée était elle,
la sœur que je n'ai jamais connue, mais dont l'existence était maintenant révélée dans un geste divin de réconciliation. Les œuvres du Créateur, en fait, sont insondables, et pas toujours leur réponse suppose la façon dont nous nous attendons. Cependant, lorsqu'ils arrivent, ils le font souvent d'une manière qui défie notre capacité à interpréter. Revenir de cette expérience et rencontrer quelqu'un qui, bien que je n'avais jamais connu dans la dimension physique, reconnu instantanément comme faisant partie de mon essence spirituelle, renforçait en moi la mission de transmettre un message fondamental: lorsque nous perdons ce que nous aimons, la séparation n'est que temporaire. L'existence terrestre, dans sa brièveté avec une espérance de vie moyenne qui, tout au plus, s'étend pendant 8 ou 9 décennies, n'est qu'un intervalle éphémère. De ce point de vue, nous sommes des âmes qui, avant de nous incarner, nous étions un plan, un voyage plein d'apprentissage et d'expériences prédéterminées, puis de retourner dans la maison d'origine. Je crois que, dans notre état de préentrance, nous choisissons même la forme de notre départ, même si une telle mémoire est supprimée en entrant dans le plan matériel. Certains pourraient demander, pourquoi choisiriez-vous de mourir dans un accident? Pourquoi choisiriez-vous une maladie dévastatrice? La réponse réside dans la compréhension de ce temps, comme nous le percevons ici, est une illusion. La transition entre la vie et la mort se produit dans un instant, comme le mouvement d'une voiture qui, après une pause, reprend son cours. Ce qui nous semble long ou douloureux n'est qu'une construction de la perception humaine. Notre existence englobe plusieurs incarnations, chacune projetée pour que l'essence spirituelle ressente différentes réalités, accumule la sagesse et revient enfin à la source. Certains, dans leur trajectoire terrestre, optent pour des chemins qui, à la lumière des valeurs conventionnelles, sont classés comme actes négatifs de cruauté, de violence ou de corruption, des phénomènes présents dans toutes les sociétés. Du point de vue humain, ces choix sont incompréhensibles. Cependant, en transcendant au-delà, il s'avère être une perspective plus large. Chaque action, aussi contradictoire, elle peut paraître, fait partie d'un calendrier spécifique dont le but va au-delà de notre capacité à juger immédiat le jugement. Quand il me demande si un jour le Créateur reviendra dans l'avion physique pour se plaindre de ses élus, ma réponse est négative. Nous n'adhérons pas au dogme qui postule un jugement final sélectif, car, après avoir vécu la réalité au-delà de la matière, je sais qu'elle transcende toute limitation terrestre. Les couleurs qui existent dans ce domaine, par exemple, ne correspondent pas à notre spectre visuel, ce sont des nuances qui remettent en question la description, si vaste et dynamique qu'elles rendent notre perception actuelle restreinte et incomplète. Ce que nous considérons ici se révèle absolument, en fait, infiniment extensible. La vie sur le plan physique n'est qu'un état de rêve, une simulation temporaire qui, lorsqu'elle est surmontée, dévoile sa vraie nature, éphémère, illusoire. Alors que nous traversons de l'autre côté, nous comprenons que c'était de la fiction et que la réalité primordiale. Compte tenu de cela, exhorte, ils apprécient chaque jour dans cette existence, car nous le choisissons. Les circonstances, aussi défavorables, sont éphémères. La souffrance humaine, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est un bref chapitre dans un récit éternel. Nous nous demandons pourquoi certains sont soumis à des essais aussi graves, mais la certitude qui est imposée est que, à retour, ils comprendront que de telles expériences ont été élues par l'âme à la recherche de la croissance qui, dans cette dimension, semble incompréhensible. Les progrès technologiques, non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale, reconfigurent l'essence même de l'existence humaine. La substitution progressive du travail humain par l'intelligence artificielle et l'automatisation, bien que efficacité de la remette, comporte des risques profonds, la dévaluation de la vie, la concentration des ressources et l'obsolescence possible d'une grande partie de la population. À mesure que la science progresse, nous accélérons paradoxalement notre propre déclin en tant qu'espèce, car la dépendance à l'égard des systèmes artificiels peut éroder les fondements qui nous définissent comme des êtres conscients et interdépendants. Dans ce contexte, la question qui est imposée n'est pas seulement éthique, mais existentielle. Dans quelle mesure les progrès techniques, détachés d'une réflexion sur son impact spirituel et social, ne ouvriraient pas la voie à une crise sans précédent? L'évolution technologique a déjà démontré, sans équivoque, que la demande de travail humain dans des secteurs tels que les services de technologie de l'information a été considérablement réduite par rapport aux décennies précédentes.
Les systèmes automatisés et les algorithmes avancés ont remporté des fonctions une fois exécutées par de nombreuses équipes, montrant une transition irréversible vers le remplacement de la main-d'œuvre par des intelligences artificielles. Cette trajectoire, bien que inévitable, suscite des questions profondes sur le sort de l'humanité dans un scénario dans lequel la pertinence même de l'être humain est mise en échec. Du point de vue des dimensions spirituelles et métaphysiques, des sphères qui transcendent la matérialité immédiate, l'analyse des civilisations anciennes, telles que l'Atlantis légendaire ou les constructeurs des grandes pyramides de l'Égypte, révèle des normes récurrentes de l'ascension et de l'effondrement. Par conséquent, une hypothèse inquiétante survient: ces sociétés auraient-elles atteint un degré de développement si avancé que, en dépassant les limites éthiques ou existentielles, ils ont déclenché leur propre coucher de soleil ? L'histoire, en ce sens, pourrait être interprétée comme un cycle de redémarrage forcé, dans lequel l'humanité, après avoir atteint un pic de progrès déséquilibré, est obligée de reculer à un état primordial, comme si un bouton de réinitialisation était déclenché par des forces hors de notre contrôle. Dans ce contexte, la perspective d'un avenir imminent n'est pas prometteuse lorsqu'elle est observée dans la perspective d'une conscience élargie, soit par le voyance, la projection astrale ou d'autres facultés extrasensorielles. Les technologies émergentes, bien que potentiellement bénéfiques dans des domaines tels que la médecine, semblent accélérer un processus d'obsolescence humaine dans ce plan d'existence. La substitution systématique du travail et de l'autonomie individuelle avec des machines et systèmes centralisés suggère un résultat dans lequel l'espèce, dans sa forme actuelle, pourrait être remplacée par ses propres créations. L'aggravation de ce scénario, les structures de pouvoir, notamment les gouvernements et les élites économiques, exercent un contrôle de plus en plus opaque sur les ressources et les libertés fondamentales. Alors que la rhétorique officielle proclame le bien commun, la réalité met en évidence une dynamique de domination dans laquelle le progrès technologique est souvent modéré à des intérêts parasites. Un exemple emblématique réside dans l'industrie automobile. La viabilité des véhicules électriques pendant des décennies a été techniquement possible, mais leur mise en œuvre a été délibérément retardée en raison des bénéfices dérivés des combustibles fossiles. Ce modèle d'obstruction, reproduit dans divers secteurs, révèle une logique perverse dans laquelle l'avance collective est sacrifiée au nom du maintien des privilèges. L'essence de ce problème réside dans l'inversion des priorités. Les systèmes politiques et économiques, au lieu de servir l'humanité, le subjuguent. La terre, les ressources naturelles et même la conscience individuelle sont appropriées par des institutions qui ont historiquement agi comme intermédiaires entre l'individu et sa propre existence. Cette distorsion contredit les principes universels, présents dans les traditions spirituelles du millénaire, qui affirment la souveraineté inaliénable de chacun étant dans leur propre voyage. L'idée que « la terre appartient à tous » a été remplacée par des structures de propriété et de contrôle qui, au cours des millénaires, ont consolidé les inégalités et les oppressions systématiques. Lorsque vous posez des questions sur l'avenir des États-Unis ou de toute nation dans le contexte actuel, la réponse, malheureusement, n'est pas optimiste. La matérialisation des réalités, y compris celles façonnées par des technologies perturbatrices, se produit par la conscience collective, et la direction actuelle pointe vers un résultat dans lequel l'humanité, dans sa forme actuelle, pourrait faire face à un effondrement rapide. Cette norme rencontrée, encore une fois, aux énigmes des pyramides, si l'ingénierie contemporaine n'est pas en mesure de reproduire de telles structures avec la précision de ses constructeurs d'origine, quelles connaissances ont-elles été perdues? Et, plus inquiétant, quelles leçons ont été ignorées? L'hypothèse d'une restauration cyclique gagne une plausibilité lorsque l'on considère la finitude de la capacité cognitive humaine. Le cerveau, analogue à un ordinateur, a des limites de stockage et de traitement. Lorsqu'il est saturé, un processus d'exclusion sélective d'informations commence, un phénomène observable dans le vieillissement ou les pathologies telles qu'Alzheimer. Cependant, la conscience, en substance, ne se limite pas à ses limites. Il transcende les connaissances physiques et accumulées à travers de multiples existences dans une base de données infinie, l'âme. Cette dualité entre éphémère et éternel révèle une vérité fondamentale: la réalité n'est pas statique, mais une construction dynamique de la perception. Ce que nous appelons le monde matériel est, en fait, une projection de conscience, sensible au changement alors que nous vibrons à différentes fréquences. Un individu dans un état méditatif profond, par exemple, éprouve une transformation de sa relation avec l'environnement.
Les objets de tous les jours, une fleur, un son, une lumière, sont perçus avec une intensité et une signification qui échappent à la conscience ordinaire. Cette expansion de la perception démontre que la réalité est malléable, façonnée non seulement par les lois physiques, mais par l'interaction entre l'esprit et l'univers. L'existence de réalités parallèles et de lignées temporelles alternatives se retrouve dans des phénomènes tels que l'effet Mandela, dans lequel les souvenirs collectifs diffèrent sans explication logique. De tels écarts suggèrent que la conscience fonctionne dans un spectre multidimensionnel, dans lequel chaque individu ou groupe peut accéder à différentes versions du même événement. Dans ce paradigme, la matérialité n'est pas absolue, mais l'une des innombrables possibilités se manifeste par l'observation consciente. Compte tenu de cette image, la dernière question, qui, après tout, crée la réalité? Il se révèle non seulement philosophique mais urgent. Si l'humanité est simultanément l'architecte et la victime de son propre destin, il est nécessaire de reconnaître que le pouvoir de transformation réside dans l'élévation de la conscience. Ce n'est qu'en reconnecté avec des dimensions plus élevées de l'être, par la méditation, l'introspection ou les pratiques qui transcendent le matériau, il sera possible d'inverser la trajectoire actuelle. Sinon, le risque de répéter les erreurs passées, aboutissant à une nouvelle restauration forcée, devient non seulement probable mais inévitable. La question fondamentale qui est imposée est donc, de quelle réalité parlons-nous? Qui, après tout, constitue l'origine de la réalité perçue? L'individu était-il le seul artisan au monde qui l'éprouve-t-il, ou, au contraire, l'autre, l'observateur externe, le véritable créateur de l'existence qui lui a été présentée? Il existe également une troisième possibilité, plus profonde et plus alignée sur les courants métaphysiques contemporains, que les deux consciences, dans leur essence collective, sont co-autoritaires d'un réseau de réalités interconnectées, tissées non pas par hasard, mais par la synergie des intentions et des croyances partagées. Cette perspective remet en question les notions linéaires de temps et d'espace, nous invitant à repenser la nature même de l'existence en tant que phénomène dynamique et malléable. Pour illustrer une telle complexité, une analogie est utilisée qui, bien que simplifiée, révèle la profondeur du paradigme, imaginez un moment présent, maintenant absolu. Soit dit en passant, cette conception m'a été révélée dans des circonstances extraordinaires, lors d'une expérience de mort imminente à 14 ans, lorsque la frontière entre le physique et le transcendantal s'est dissoute sous mes yeux. Supposons ensuite un scénario catastrophique, une guerre nucléaire qui anéantit les nations, les populations et même la structure matérielle de la planète, la réduisant à un vide apparent. Compte tenu de cette image, ce serait en question, le monde aurait en effet cessé d'exister, ou sa permanence serait garantie par la nature même de la conscience collective, qui, en se projetant à travers des lignes temporelles infinies, assurerait sa perpétuité dans une dimension parallèle? La réponse, selon cette cosmogonie, est que la réalité ne cesse de l'être, il se déplace simplement entre les couches d'existence, accessibles en modifiant les fréquences perceptuelles. Cette compréhension trouve la résonance dans les enquêtes paranormales, dans lesquelles je travaille pendant que je recherche. Adore. Ma pratique consiste à examiner des lieux où les phénomènes surnaturels se manifestent avec une récidive, soit par des énergies résiduelles, impressions émotionnelles ou des événements enregistrés dans l'environnement, soit par la présence de consciences qui, pour diverses raisons, ont choisi de ne pas transcender le plan spirituel, restant ancrés à la matérialité. Ce qui est observé, cependant, c'est que de tels événements ne configurent pas, en substance, une rupture avec les lois de la physique, mais une intersection entre les délais distincts. Ce que nous acceptons d'appeler le fantôme n'est rien d'autre que la communication entre les réalités accessibles qui se chevauchent lorsque nous ajustons notre fréquence perceptive, en tant que radio dans différentes stations. La métaphore est pertinente, tout comme les ondes électromagnétiques coexistent dans l'éther, attendant un récepteur approprié, les lignes temporelles et leurs manifestations respectives espèrent que la conscience humaine, individuelle ou collective, leur permet de l'attention et de l'intention. Prenez un exemple en béton. En ce moment, vous portez une chemise blanche pendant que je vois un noir. Après une décennie, en revisitant ce disque, vous pouvez jurer que les couleurs étaient inversées, que j'ai utilisé la pièce claire et vous, l'obscurité. Les deux souvenirs, cependant, seraient également valables, car ils reflèteraient des réalités alternatives, accessibles en fonction de la chronologie dans laquelle se trouvait la conscience. Ce phénomène met en évidence un principe fondamental. La solidité de la matière est une illusion perceptive. Rien n'existe dans un état immuable,
tout est fluide, sensible à l'influence de l'observation et de la création consciente. Compte tenu de cette compréhension, un impératif éthique émerge: si la réalité est malléable et façonnée par nos actions et nos intentions, c'est à nous d'agir avec responsabilité et compassion. Chaque geste de gentillesse, que ce soit une aide à un passant, un mot d'affection ou un acte de générosité désintéressée de proposer des ondes concentriques, changeant non seulement le présent immédiat, mais aussi les possibilités futures de ceux qui les reçoivent. La négativité, à son tour, fonctionne de manière analogue, bien que corrosive, perpétuant les cycles de souffrance. Ainsi, le défi est de cultiver le meilleur de soi, transcendant les limites de l'ego et les pièges du matérialisme éphémère. Car à la fin du voyage terrestre, aucun bien matériel n'accompagnera la conscience sur votre traversée. Ce qui perdra, cependant, sera l'héritage de l'amour disséminé, un impact incorporel mais éternel qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Pour ceux qui ont consacré leur attention à ces réflexions, j'appelle un appel: que chacun, dans leurs possibilités, contribue à l'élévation de l'humanité. Que ce soit à travers des actions quotidiennes ou une présence compatissante, n'oubliez pas que son existence est simultanément un présent et une responsabilité. Pour ceux qui souhaitent approfondir le dialogue ou partager des questions, je rends l'adresse email suivante disponible, adresse email omise pour des raisons de confidentialité. Que la recherche de connaissances et de connexions authentiques guide vos étapes.